Salut Ben, comment ça va? Salut, bien et toi? Bah écoute, nickel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vraiment cool, comme je te disais en off, là, je te suis moi depuis vraiment longtemps, donc ça fait toujours plaisir de voir le youtubeur que je suis en direct et en vrai, donc merci à toi d'avoir accepté l'interview. Bah écoute, je te propose, tu te présentes, tu racontes un petit peu aux auditeurs ton parcours, et que tu présentes un petit peu ta chaîne YouTube aussi, et ce que tu fais dans les cryptos. OK, OK, bah, merci déjà à toi de m'avoir invité sur le podcast. Bah, globalement, je m'appelle Benjamin, je fais pas un énorme parcours puisque je suis assez jeune. J'ai 21 ans, mais globalement sur mon parcours, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que j'ai commencé, dans, tous ces environnements de business en ligne, de make money online assez jeune, vers 16 ans et je faisais, on va dire, des sites internet, des choses comme ça, un peu de freelance. Bref, j'ai fait tout un tas de choses comme ça, ce qui m'a amené à gagner un peu d'argent. Pas des grosses sommes, mais gagner un peu d'argent, 1 000, 2 000, 3 000 € par-ci par-là. Et à partir de là, je me suis posé la question de: «Qu'est-ce que je vais faire de cet argent?» puisque forcément je vivais chez mes parents, j'étais mineur, je pouvais pas acheter de voiture, je pouvais rien faire, tu vois? Donc à partir de là, je me suis dit que j'allais, l'investir et j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur le monde des cryptomonnaies et un peu le monde de la bourse et du coup à Alors, partir de là, tu je peux nous je dire suis rentré là-dedans. c'était en quelle année du coup? Que tu as commencé C'était en à creuser le sujet de l'investissement et des cryptos? 2016-2017, 2016, ouais, 2016. OK. 2016, j'ai creusé l'investissement, plus classique, la bourse et tout et Ouais. 2017, il y a eu une vraie explosion du monde des cryptos, à ce moment-là et je suis rentré enfin, je me suis mis, dedans, on va dire autour de juillet 2017 et j'ai un peu regardé ce qui se passait et cetera. J'ai mis mes premières pépettes dedans, j'ai perdu toutes mes pépettes derrière, comme le parcours Comme beaucoup de classique monde d'un qui sont investisseur rentrés en crypto. 2017. Voilà, c'est le parcours classique, mais bon, c'était pas très grave puisque j'avais pas beaucoup d'argent, Ouais. on s'en foutait un peu et en plus, même mon père, il me regardait en rigolant, je me rappelle, heu, donc heu donc voilà à partir de là, j'ai continué à investir en 2017-2018. C'est en 2018 où j'ai mis le plus d'argent parce qu'en fait, en 2017, j'avais pas mis beaucoup, vous voyez? Tu vois? J'avais mis genre 200 ou 300 balles, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune de 16 ans ou 17 ans, mais Ouais, c'est clair. en 2018, j'avais mis un peu d'argent de côté et j'ai dû mettre, un peu plus et donc j'ai eu un peu de chance là-dessus puisque j'ai acheté au bas du bas, hein, en 2018, Ouais. et à partir de là, j'étais pas vraiment dans le monde de la crypto, j'étais juste un investisseur qui DCA, qui achète un peu tout de temps en temps parce que j'y croyais, mais je m'y connaissais pas vraiment en vrai et j'étais pas aussi actif que je suis maintenant, dans le sens où maintenant j'ai une chaîne YouTube autour du monde de la crypto, je parle de finances décentralisées, je parle du marché, je parle d'un tas de choses sur cette chaîne YouTube-là, et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis de plus en plus intéressé à la crypto et au niveau de l'été 2020, il y a eu un grand boom dans le monde de la crypto. C'était le boom de la finance décentralisée et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment de plus en plus intéressé à la crypto, parce qu'avant je le voyais juste comme un asset class, une classe d'actifs, et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire» et il y a vraiment des je le voyais plus comme une carrière que comme une classe d'actifs. Et donc à D'accord. partir de là, j'ai essayé de couvrir ce marché, de plus me renseigner, de me former, de couvrir ce marché, au niveau des réseaux sociaux et j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc un peu voilà pour mon parcours dans tout ce qui est investissement et crypto. OK. Bah, merci, c'était bien détaillé. Sachant que j'avais envie de te poser 18 questions là dans ton parcours au milieu qui sont venues. Je vais essayer de me rappeler. Alors juste une petite traduction dans tu as employé un terme parce que, je suis pas certain que tout le monde t'ait suivi sur un ou 2 termes. Tu as parlé de DCA. Alors le DCA, j'explique vite fait, c'est le dollar cost average. C'est le fait en gros d'investir tous les mois la même somme, sur une même classe d'actifs. Donc, pour le cas de Benjamin, ça a été, investir dans les cryptos, tous les mois le même montant. Et l'autre, tu as parlé de finances décentralisées. Alors je pense qu'on va le creuser un peu plus le sujet dans le dans le podcast, sachant que voilà, c'est en gros une sous-thématique de la crypto quoi, la finance décentralisée. Voilà. Tu me confirmes, hein, si je dis pas de bêtises, mais Ouais, très bien. heu, mais moi une petite question alors, qui m'est venue, mais juste, tu as pas été embêté du coup parce que tu as commencé à investir quand tu étais mineur, c'est ça? En crypto ou tu avais déjà En fait, 18 ans? non, j'étais mineur. Et tu J'ai pas j'ai eu été la chance embêté, d'avoir un environnement favorable. tu Bah pas si, tu j'étais embêté parce que c'est illégal, et ouais. mais en gros, j'ai eu la chance d'avoir un environnement favorable dans le sens où c'était en fait, je demandais à mon père de créer un compte et Ah ouais d'accord, tu enfin, investis par je le lui tien, dis: ouais. «Est-ce que je peux utiliser tes identifiants pour créer un compte?» et il m'a dit: «Bah oui».
je m'en fous, vas-y, va perdre ton argent, tu vois? Ouais. Ouais, en plus Et donc c'était ça, c'était c'est le tien d'argent quoi, tu utilisais son identité pour ton argent, donc en soi lui il s'en foutait voilà. quoi, il Du coup, il s'en foutait et puis, en fait, lui, mon père, il avait déjà investi, un peu en bourse, il y a super longtemps. Donc en gros, il ouais, il était un peu, et il voyait que j'étais pas complètement stupide, à tout mettre mes économies dans des trucs bizarres. ouais, Donc il m'a dit: «Vas-y, teste, avec ton argent, c'est marrant et au pire, tu perds et puis tu apprends des trucs», tu vois? Donc déjà, j'ai eu de la chance là-dessus, dans le sens où mon père était ouvert à ça et il m'a pas aidé puisqu'en fait, il y connaît pas grand-chose, mais il est ouvert à ce genre de trucs, tu vois? ouais, Donc l'investissement c'était quelque chose de connu pour lui déjà, donc c'est déjà bien quoi. Ça te permet de bah, c'est pas comme si tu venais d'une famille qui n'avait jamais même pas mis acheté une action ou quoi et qui te dit: «Bon qu'est-ce que tu fais?» OK, ouais, ouais, c'était ça. yes et donc et pourquoi du coup, pourquoi les cryptos plutôt que la bourse? Ou tu avais aussi investi en bourse à cette époque-là? Ou tu avais déjà tout mis enfin, tu avais déjà mis la plupart en crypto ou tu avais fait un peu les 2? J'avais fait un peu les 2 en fait, hem, parce que moi je me suis dit, «Bah, où est-ce que je peux mettre mon argent? Bah, je vais le mettre dans des entreprises, en bourse». C'est le seul truc que je connaissais à la base. Ouais, Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, un peu naïvement, mais maintenant c'était une bonne stratégie, hein, j'ai pris les entreprises qui me paraissaient pertinentes pour le long terme, tu vois? ouais, Et je les ai achetées, quoi. tout C'était assez simplement. simple en fait, j'en ai pris 2, hein, la diversification, bon, tout ça, je m'en battais les couilles. J'avais acheté, Google et Shopify. Et Shopify parce que c'était l'outil avec lequel je livrais des sites, à des gens sur e-commerce et cetera. Enfin, c'était l'outil qui Ouais, que tu servait à mon utilisais business et toi je trouvais quoi, que ouais. ouais, et je trouvais que c'était un outil super bien et je me suis dit: «Bah, on va acheter ça». Heu Ouais, en soi, et quand tu utilises quand tu utilises toi-même l'entreprise et que tu t'es convaincu, c'est quand même toujours un bon marqueur pour dire: «OK, le truc il va bien marcher» parce que tu l'as toi-même testé, quoi. Ouais, et après je me suis rendu compte il y a c'est même, théorisé par des grands noms de l'investissement en fait d'acheter les entreprises sur lesquelles vous connaissez, les produits et sur lesquels vous êtes expert des produits. Je me rappelle plus lequel du grand nom de l'investissement, mais j'ai lu un bouquin comme ça, où c'était, bon, le deuxième, enfin le plus grand nom de l'investissement en croissance, donc dans des valeurs de croissance en bourse, qui disait que c'était une très bonne manière de faire. Et donc en fait, j'ai fait ça super naïvement et puis ça a très bien marché. J'ai eu C'est beaucoup de chance, je pense. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que ça a été, je pense, le meilleur investissement boursier de ma vie. ouais. Bah, ouais, j'avoue, Vraiment, si tu as acheté Google et Shopify il y a quelques années, il y a des chances que c'est pas mal performé. Après, moi, je pense pas que Google, ce soit de la chance. c'était Je pense pas que ce soit vraiment de la chance. Enfin, moi la seule, on va dire, petite erreur, je pense que tu as faite, c'est voilà, d'avoir un peu trop concentré, quoi. C'est-à-dire que si la tech, crashait complètement, tu aurais été, un peu mal. Mais en soi, quoi, tu vois, tu as suivi un conseil qui est quand même top, qui est d'acheter ce que toi tu utilises et au final, ça a mmh, super bien fonctionné, quoi. ouais, bah, moi, je suis convaincu que j'ai eu de la chance, hein, mais Moi aussi, ouais, j'ai parce j'ai que j'ai surperformé avec ces 2 trucs-là, j'ai surperformé le marché de vraiment beaucoup, tu vois? ouais, Donc c'est purement de la chance. Heu, mais heu, mais voilà, c'était un peu ce que j'ai fait à ce moment-là et au niveau de la crypto, je suis tombé là-dessus, par hasard, en traînant sur des forums, j'ai vu qu'il y avait le mining et au début, je me suis intéressé à la crypto par le mining, mais j'ai pas acheté des machines et cetera puisque, bah, je vivais chez mes parents, j'allais pas faire des trucs de fou dans ma chambre avec des rigs et cetera. Mon père déjà, il en avait marre de mes conneries donc heu, donc du coup, j'ai pas fait ça, et j'ai acheté un peu des 1res cryptos, XRP, Litecoin, des trucs que je n'achèterais pas aujourd'hui, mais ouais, c'est des trucs d'il y a c'est un peu 3-4 ans, stylé, quoi. quoi. Ouais, voilà. OK. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu alors je vais reprendre un peu tes noms d'interviews parce que du coup, Benjamin sur sa chaîne YouTube maintenant a fait des interviews en disant le portefeuille 2 et il explique un petit peu la stratégie de chacun de ses invités qui sont un petit peu des références dans le monde des cryptos. Et l'objectif un peu moi de cette interview, c'est de reprendre un peu ton concept mais bah, avec toi quoi. En faisant le portefeuille 2, Benjamin et que tu nous expliques un petit peu, bah, voilà, comment tu construis ton portefeuille, quelle est ta stratégie voilà, dis-nous un petit peu déjà ta stratégie avant de parler peut-être des répartitions du portefeuille. Quelle est ta stratégie toi d'investissement en crypto? Est-ce que tu as du long terme, du moyen terme? Est-ce que tu fais du trading? Est-ce que tu fais du DCA? Voilà. Quelles sont tes OK, différentes stratégies? OK. C'est que en crypto? Ouais, on va Heu, se concentrer sur les cryptos. OK. Alors si tu veux, on peut Heu, parler aussi de la bourse, mais je préfère non, qu'on pour le moment qu'on se concentre sur les c'est toi cryptos, qui ouais. décides. Allez, crypto. OK.
du coup, en crypto, globalement, ma stratégie, moi, j'en ai fait une vidéo où ça résume un peu mieux, mais heu, l'objectif de ma stratégie en crypto, c'est quasiment la majorité de mon portefeuille, c'est de faire du long terme, mais de toujours prendre des profits parce que j'ai connu, comme je vous ai dit, 2017-2018 et ça peut descendre quand même vraiment bas, et pendant vraiment longtemps. OK, Donc à partir de là, mon objectif, moi, c'est d'accumuler les actifs sur lesquels je crois sur le long terme, tout en gérant mon risque, de manière, que j'appelle correcte, dans le sens où j'essaye toujours d'avoir des cryptomonnaies stables, pour pouvoir racheter s'il y a des points bas, pour pouvoir, voilà, faire ce qu'on appelle du farming, c'est-à-dire gagner des rendements sur ces cryptomonnaies stables, et donc en gros ma stratégie, c'est ça là-dessus. Pour vous donner une idée de mon portefeuille actuel, je suis environ à 50, non, un peu plus, peut-être 60 en crypto-monnaie stable et 40 en crypto-monnaie, volatile. Sur ces crypto-monnaies volatiles, je garde quasiment uniquement des crypto-monnaies qui, si elles baissent de 50, je je pourrais l'encaisser, dans le sens où, bah, déjà je suis rentré assez tôt sur ces cryptos, mais surtout, j'y crois sur le long terme et j'ai cette conviction sur ces crypto-monnaies-là. Donc OK. mon objectif là-dessus, c'est à 5 ans de faire, des belles plus-values, mais à 1 ou 2 ans, peu importe, ce qui va se passer, et je continue de rentrer au fur et à mesure, donc en Donc tu DCA, vas faire tu c'est-à-dire vas faire du en DCA du coup sur les cryptos que tu appelles volatiles. Là, tu vas faire du DCA. Tu vas accumuler en fait pendant la période qui est bon, soit baissière, soit stable, on sait pas trop encore, mais tu vas accumuler sur les cryptos volatiles, hein, c'est ça? Enfin, voilà, du moins celles j'ai en pris lesquelles beaucoup tu de as des profit. convictions, quoi. Voilà, les cryptos dans lesquels j'ai des convictions, c'est bien résumé. J'ai pris OK. beaucoup de profit en fait dans la deuxième période de 2021, parce que je voulais me dérisquer et dire bon voilà tout ça au final j'ai gagné un peu d'argent dans tout ça, donc je me dérisque un Ouais. peu, je prends beaucoup de profits et maintenant je réinvestis un peu ces profits au fur et à mesure sur les cryptos que j'aime ou même les projets que j'aime. Je sors rien du monde de la crypto parce que je pense que, bah, c'est toujours le futur et cetera et puis il y a les impositions, accessoirement. Ouais, qui sont un peu compliqués aussi à comprendre, fait qu'ils changent tous les souvent, quoi. Ouais Fait qu'ils sont et du des coup, voilà, c'est ça ma stratégie et forcément, j'ai souvent quand tu es dans le monde de la crypto, tu as souvent envie de faire des moves de moyen ou de court terme. Je le fais assez souvent, mais en fait, ces mouvements servent à quoi? Ils servent à accumuler mes convictions long terme. Donc, par mmh, exemple, si j'arrive à essayer de faire un «trade» entre guillemets, je fais pas de trading sur les graphes et cetera, mais des fois, je sens des choses d'un point de vue fondamental qui vont arriver et donc je peux peut-être gagner 30-40-50 sur une position à un moment donné. C'est les gains que je vais faire sur cette position, l'objectif de ces gains, c'est de les réinvestir dans mes convictions long terme. Donc mon objectif, en gros, c'est d'accumuler un maximum de mes convictions long terme, Ethereum et cetera. Donc c'est OK. ça un peu le l'idée. OK. Alors, juste je donne 2-3 petites définitions, pour les novices en crypto. Ce que tu appelles les cryptos stables, c'est ce qu'on appelle enfin dans le monde des cryptos, ça s'appelle les stablecoins. En gros, c'est Ouais, des cryptomonnaies qui sont indexées sur le dollar, c'est-à-dire qu'ils vont pas bouger, quoi. Quoi qu'il arrive, elles resteront indexées sur le dollar et il y en a plusieurs, hein. Il y a USDC, Tether, et j'en passe, et après ce que tu appelles les cryptos volatiles, ça va être tout le reste en fait, du Bitcoin à l'Ethereum, jusqu'à la toute petite crypto, du petit projet qui peut retomber à voilà. zéro du jour au lendemain. Heu, Quand tu parles de tes cryptos de conviction, est-ce que tu veux nous dire lesquels c'est? Ouais. C'est pas alors c'est je rappelle, hein, c'est pas du tout des recommandations d'investissement, voilà, comme d'habitude, hein, il y a aucun conseil, mais voilà, juste pour, savoir toi, quelles sont tes convictions et même si tu peux nous dire pourquoi tu y crois? Je pense que ça peut, intéresser OK. pas mal de monde. Du coup, mais les cryptos dans lesquels j'ai des convictions, c'est majoritairement des cryptomonnaies qui sont issues de blockchain d'infrastructure. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, des cryptomonnaies avec lesquelles on va pouvoir construire des choses, utiles que les gens vont utiliser sur la blockchain. Donc Ethereum, en fait. Ouais, On va pouvoir construire des choses utiles avec des smart contracts, donc avec du code, et donc en fait, de là, naît une cryptomonnaie qui va être le carburant de cet écosystème-là. Donc si je dois faire une image, si tu veux, naviguer dans l'écosystème d'Ethereum, tu vas avoir besoin de carburant un peu comme tu vas avoir besoin de carburant dans une voiture si tu veux, bouger, de Marseille à Lille, et donc à partir de là, le carburant, c'est l'Ethereum. Donc parier sur Ethereum, c'est parier sur la croissance de son écosystème, en fait, d'accord. et de ce qui se construit dessus.
Et donc à partir de là, moi, ce dont enfin, mes paris sont sur des blockchains d'infrastructure. Mes paris long terme sont majoritairement sur des blockchains d'infrastructure comme ça. Parce que c'est ce qui historiquement a le mieux marché, même les mauvaises. Ouais. Et donc ces blockchains d'infrastructure-là, c'est, Ethereum, hem, Avalanche par exemple, il y a aussi, la crypto Luna que j'aime bien. Heu, bon, elles ont des problèmes, elles ont des avantages et cetera. Tu veux que j'explique un peu chaque chose Ben, ou? en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la différence? Parce que je sais que ce que tu appelles, Luna ou je sais qu'il y a Solana, Avalanche, enfin, je sais qu'on appelle ça des Ethereum killers, que c'est en gros un peu des concurrents à Ethereum, mais moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Enfin, c'est quoi la différence entre les 2? À part les frais, je sais qu'Ethereum prend beaucoup de frais, bah, voilà, si tu peux nous détailler un petit peu une ou 2 enfin, les avantages OK, ou inconvénients de chacune? OK. À part en fait être des crypto-monnaies, ces technologies-là, du coup, permettent de construire des applications qui vont être décentralisées. Et du coup, OK. en fait, ces applications décentralisées vont, avoir des besoins techniques, c'est-à-dire d'aller plus ou moins vite, et cetera. Et à partir de là, Ethereum aujourd'hui est victime de son succès. Et donc il y a un très grand nombre de personnes qui l'utilisent parce que ça a prouvé enfin Ethereum a prouvé que c'était sécurisé, que ça marchait bien, que c'était décentralisé, et cetera. Mais par contre, c'est pas assez scalable. C'est-à-dire que les transactions, bah, on peut faire passer peu de transactions par seconde et donc les transactions coûtent très cher puisque tout le monde veut faire passer ses transactions. Heu, donc ça, c'est le gros problème d'Ethereum aujourd'hui. Et en fait, tu as, le fameux, trilemme des blockchains où en fait, tu as trois choses sur lesquelles tu dois travailler, c'est la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Ethereum est bon sur le côté décentralisation et sur le côté sécurité, mais pas sur le côté scalabilité. Et donc la majorité des concurrents à Ethereum, les Ethereum killers comme tu les appelles, viennent essayer d'aller concurrencer Ethereum sur le côté scalabilité. Et donc Avalanche, par exemple, doit avoir aujourd'hui, 100 à 150 fois plus, j'ai pas vraiment les chiffres exacts, hein, mais 100 à 150 fois plus de scalabilité possible, que Ethereum. Alors là, tu Où parles en transactions ou en nombre de transactions ou tu parles juste en possibilité de développement? bah, en fait, c'est inhérent. C'est-à-dire que si tu peux, payer moins tes transactions et faire beaucoup plus de transactions, du coup, tu peux, faire plus de choses sur la blockchain et Mmh, ouais, développer des OK. choses que tu pourrais pas faire sur Ethereum. Heu, mais voilà. Et le but, en fait, d'Ethereum en ce moment et on va arriver sur une grosse période, c'est la période de merge où, en fait, Ethereum va passer de Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0, où ils vont changer de technologie pour passer sur quelque chose de beaucoup plus scalable. Et donc à partir de là, ça va être intéressant de voir comment se comportent tous les autres concurrents parce que si Ethereum devient scalable, finalement, il y a plus de problème et tout le monde va aller sur Ethereum. Heu, donc heu, Et donc est-ce que heu, du donc coup voilà. ça annoncerait pas la fin des autres du coup? C'est parce que si, Ethereum règle son plus gros problème, est-ce qu'il y a pas un risque du coup que les autres soient complètement délaissés? Alors, en fait, ça va pas régler tous les problèmes, ce merge, Ouais, ce le Ethereum changement, 2.0. de technologie, hein. Ça va aider à un certain nombre de choses, mais, bon, ça va pas régler tous les problèmes. Il y a tout un tas de solutions pour régler les problèmes. Je peux pas rentrer dans les détails, mais, l'écosystème Ethereum dans sa globalité est en train de régler les problèmes. Maintenant, il y a aussi d'autres écosystèmes qui sont intéressants, pour les développeurs, donc ceux qui codent, sur la blockchain, qui créent des applications et aussi pour les utilisateurs parce que, voilà, il y en a qui préfèrent, voilà, heu, il y a enfin, voilà, c'est différents concurrents comme des entreprises, quoi. Et donc à partir de là, quelles sont les cryptomonnaies inhérents à ces nouveaux écosystèmes? C'est Avalanche, par exemple, il y a aussi Ouais, Solana, il y a aussi Luna. Et en fait, chacune de ces cryptos enfin chacun de ces écosystèmes, a, des différences entre eux. Par exemple, je sais que Solana utilise un langage de programmation différent. OK. Et donc, ça fait qu'en fait, les développeurs qui vont sur Solana, restent sur Solana parce que, apparemment, je j'ai pas testé personnellement, mais le langage de programmation sur Solana est beaucoup plus cool à utiliser et permet de faire beaucoup plus de choses. Et donc à partir de là, les développeurs préfèrent développer sur Solana. C'est un exemple. Solana est, D'accord. très, très, très scalable, mais par contre est très peu décentralisé. Voilà, il faut essayer d'étudier un peu tout ça et Ouais, c'est de un peu rentrer compliqué. vraiment dans le sujet de chaque protocole pour Ouais. voir lequel dans lequel on va croire le plus, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué de le faire, et en fait, j'essaye d'expliquer tout ça un peu de manière un peu plus simple sur ma chaîne, pour dire voilà, pour en fait de reprendre les critères de sélection normale d'une action. Par exemple, le MOT, donc le MOT, c'est, une douve rempart de sécurité.
Donc c'est théorisé par Warren Buffett et qu'est-ce que c'est en gros concrètement? C'est simplement de se dire, cette entreprise a un avantage compétitif imprenable, du style, Disney a un catalogue, de 100 ans d'œuvres. Ouais, Heu, c'est imprenable pour une nouvelle entreprise qui arrive et qui essaye de concurrencer Disney. Et l'objectif en gros, moi de mes analyses et de mes vidéos, c'est essayer d'analyser tout ça, mais en crypto. D'analyser toutes ces concurrences, ces interconnexions, mais en crypto pour savoir finalement quelles sont les meilleures cryptos, dans lesquelles investir. Donc je t'ai donné l'exemple de Solana. Le mode de Solana, ce serait la communauté de développeurs qui sont en train de oui. créer parce que leur langage de programmation est unique. Ce serait aussi leur scalabilité. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on pourrait dire, d'analyses comme ça. Maintenant, il faut se plonger dans la question et c'est assez compliqué, j'en conviens. Mais si Bah, si je dois surtout pour résumer. quelqu'un qui démarre, ouais, c'est vrai que ça doit être, enfin, voilà, comme tu dis, c'est vraiment des recherches à faire. Il faut vraiment creuser le sujet après pour, investir a avec conviction dans certaines cryptos, quoi. Et à part la partie Ethereum, est-ce que enfin, à part le type de crypto-monnaie Ethereum, est-ce que tu as d'autres convictions? Enfin, je sais pas, par exemple le Bitcoin, tu vois? Parce que c'est Ouais. quand même le plus connu. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois dans le futur ou pas forcément? Je suis pas vraiment un pro de Bitcoin parce qu'à l'intérieur du monde de la crypto, il y a plein de petits mondes, de petits, de Ouais, petites choses. Je suis pas vraiment un pro de Bitcoin parce que je suis un peu la seconde génération de la crypto qui est arrivée en 2007, 2018, 2020, c'est pas Bitcoin qui est mis à l'honneur dans ces générations-là. Heu, mais du coup, je crois en Bitcoin parce que sinon je serais pas là, mais pas autant, ma conviction n'est pas tu aussi pas un forte. maximaliste? Non, pas du tout. Mais ma conviction dans Bitcoin n'est pas aussi forte que dans les autres crypto-monnaies parce qu'en fait, Bitcoin aujourd'hui, est comme il est et il restera comme il est. Enfin, je pense qu'il restera comme il est alors que les technologies autour d'Ethereum, enfin, avancent tellement vite et on fait tellement de choses trop cool heu, Ouais, que pour que moi, c'est c'est plus intéressant de me concentrer là-dessus. d'accord. Bah, du coup, on va, alors, Mais on va sinon, se j'ai d'autres concentrer. cryptos, qui sont liés à des protocoles qui se construisent sur Ethereum si tu veux qu'on en parle, mais là, c'est un peu plus compliqué, tu vois? Donc Ouais, mais alors j'ai peur, j'ai un peu peur de perdre mon audience en rentrant trop dans le détail. ouais, ouais, c'est pour ça. On en parlera peut-être plutôt en fin d'interview si on a le temps, parce que j'aimerais aborder d'autres sujets un peu plus, on va dire, simplistes, tu vois? Pour qu'on perde pas trop les gens non plus. Heu, je voulais savoir, tu vois, déjà, toi, tu utilises quelle plateforme? On va repartir un peu sur les bases. Sur OK. quelle plateforme tu utilises et qu'est-ce qui serait bien, tu vois, pour un débutant, tu vois, qui aimerait se lancer, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois? OK. Bah, déjà, moi, ce que je peux conseiller à un débutant qui veut se lancer, je l'ai fait récemment puisque j'ai conseillé à mon père, enfin, je lui ai fait même, je lui ai pas conseillé, mais je lui ai fait, mais en gros, Il a ce que finalement je changé dirais d'avis ton père alors, c'est bon? non, bah, oui, forcément, hein, il a vu que j'avais gagné pas d'argent et que moi aussi je gagnais pas d'argent. Ouais, ouais. Non, mais ce que je conseillerais, c'est acheter, non, pardon, s'inscrire sur Binance, donc la plateforme de référence. S'inscrire sur Binance parce que sur Binance, tu as à peu près tout ce qui est possible en termes de services, autour du monde des crypto-monnaies, de services centralisés, bah, il y a tout, et en plus, c'est pas cher. Donc s'inscrire sur Binance, si on est vraiment tout débutant, acheter ses premières cryptos avant de comprendre, c'est important pour moi parce que en fait, les gens disent, «Faites vos recherches, puis achetez». En fait, vaut mieux faire l'inverse quand on est tout débutant, parce que, en fait, si vous n'achetez pas, vous allez pas les faire, les recherches, en fait. C'est ça et c'est marrant que je te donne ce conseil, c'est souvent un conseil que moi je donne en coaching ou même j'en parle des fois avec des invités, c'est que alors c'est bien, il faut évidemment se former, comprendre ce qu'on fait, machin et tout, on est d'accord, mais des fois j'ai envie de dire, tu mets 50 balles quelque part, à partir du moment où tu vas mettre c'est du vrai argent et ben là tu vas commencer à chercher et là tu vas vouloir te former et c'est pour ça que moi je partage quand même ta ton point de vue là-dessus, quoi. Mmh. Et du coup, moi je dirais ouais, mets 50 balles, mets 100 balles et puis après va faire tes recherches et essaye de construire des convictions. C'est important de construire des convictions parce que si en fait tu écoutes le moindre random, comme moi sur YouTube, tu vois? Heu et que ça baisse de 30, après tu m'envoies un message et tu me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Le truc c'est que moi aussi je me suis mangé la baisse de 30, mais juste moi la différence c'est que, bah, je m'en fous puisque j'ai une conviction sur la chose et du coup, c'est important de construire des convictions, heu et du coup, en fait, si tu fais tes recherches et cetera et tu n'as pas de conviction, tu dis: «Bof, c'est pas fou» et bah, finalement, bah, n'investis pas sur ce monde des crypto-monnaies puisqu'en fait ça secoue tellement, la volatilité est tellement élevée, heu, que, heu que tu n'en sortiras pas vivant.
C'est s vrai. sans conviction, je me demande comment on peut en sortir vivant, surtout si on est investisseur, un peu long terme ou moyen terme Mmh. comme moi, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que moi je t'avoue qu'en 2017, enfin début 2018, j'ai pris cher, quoi. Enfin quand le moins 80, il ça fait mal, quoi. Mais après ça moi ça m'a perso ça m'a permis d'apprendre et je pense que toi aussi parce que tu étais là à ce moment-là et je pense que ça d'une part ça renforce tes convictions et puis ça te permet de voir comment tu réagis émotionnellement à Mmh. ce genre de baisse, quoi. Tu apprends énormément sur toi donc Ah moi j'étais dans le déni, hein, enfin j'étais dans le déni complet, je regardais plus mon portefeuille. Pour moi ah c'est moi ce aussi, truc hein. le truc est mais en plus, enfin, tu sais, c'était pas beaucoup d'argent pour moi, donc je m'en foutais un peu, enfin j'étais Ouais. j'étais pas, en mode, ah j'avais pas mis 10 000 € de ma poche, de mes économies de 5 ans, tu vois? J'avais mis, 500 ou 1 000 € au top de la bulle de 2017. Bon, j'avais perdu, c'est pas très grave, tu vois? Et puis j'étais pas, enfin, en gros, j'étais pas, très, très investi dans la sphère crypto, c'était juste une classe d'actifs pour moi. Alors que Ouais. maintenant, bon, si on prend moins 80, ça va être compliqué parce que c'est aussi mon métier, donc Ouais, ouais, c'est clair. Après, il y a ton business qui est impacté aussi, quoi, directement. voilà. OK, alors si je récapitule, pour un débutant, donc Binance pour une plateforme pour démarrer parce que, ben, c'est la moins chère, la plus simple, c'est celle avec qui on enfin, c'est laquelle avec laquelle on peut tout faire. Un conseil à un newbie, ce serait commencer par investir une toute petite somme et ensuite, forger ses convictions et commencer vraiment les recherches parce qu'on considère qu'à partir du moment où on met du vrai argent, ben, c'est là quoi qu'on commence à creuser les sujets, quoi. Voilà et Bitcoin, Ethereum en premier, et c'est et après les blockchains, Ouais, après les infrastructures as autres. Yes. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta performance globale que tu as pu avoir? Je sais que ça doit être compliqué de s'en rappeler ou alors approximative, hein, si tu as des chiffres à peu près en tête, à quelques pourcentages près, de entre ce que tu as à peu près investi et ce que tu as aujourd'hui. Alors pas les montants, mais plus le pourcentage de ce que tu as pu, ou un multiple, je sais pas. j'ai vraiment peu d'idées de la chose, Ouais, mais au niveau au niveau des cryptos, j'ai dû faire une performance, bah, jolie puisque enfin puisque enfin le marché a tellement augmenté que si j'avais perdu de ouais, l'argent, il y aurait un petit problème quand même. tu aurais Heu, vraiment pas été bon, quoi. voilà, donc au niveau performance, ouais, j'ai dû faire, Heu, je n'ai pas enfin, c'est très, très approximatif puisque j'ai jamais calculé et puis aussi j'ai des revenus en crypto des fois donc tu vois, c'est Ouais, un ça peu, reste c'est super chaud. c'est un peu compliqué à calculer mais je dirais, fois entre x5 et fois 10 sur ma mise de départ, Ouais, heu, voilà. bon, ce qui est très, très correct. Enfin, ouais, Yes. je dirais comme ça sur la globalité du portefeuille, quoi, ouais. Ce qui est très bien, hein. Ouais, ouais, OK. Et est-ce que tu pourrais nous dire si alors je sais pas si bon, je pense pas qu'il y ait de formule magique et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ta communauté aussi qui te le demandent et je pense que tu as du mal à répondre à cette question, mais enfin, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu déniches une nouvelle pépite crypto qui va faire exploser enfin, qui selon toi va exploser? Heu, je sais qu'il y a pas de formule magique, mais tu vois, toi, de quelle manière tu procèdes si tu veux, ben, on va dire miser sur un nouveau projet crypto? Quels critères tu vas regarder ou qu'est-ce que tu vas regarder? En général, je mise rarement sur des nouveaux projets crypto. Là où je mise sur des projets crypto, enfin des nouveaux quand je dis, je fais rarement des ICO. Ouais, Heu, alors je parle pas d'SEO non plus, hein, je parle plus de bah, voilà, tu vas acheter une nouvelle crypto, voilà une nouvelle crypto, juste une nouvelle crypto. voilà, tu as acheté une nouvelle crypto parce que tu penses qu'elle va faire un fois 5 fois 10, pas une crypto, on va dire, blue chip comme tu l'appelles, pas des cryptos genre implantées comme un Bitcoin, Ethereum, hein. Je parle vraiment d'une crypto un peu plus petite, mais sur lequel tu penses qu'elle va vraiment exploser. Quel va être OK, ta démarche, tu vois, pour rechercher ou les critères sur lesquels tu vas sélectionner? OK, bah, globalement, il y a pas mal de choses à voir là-dessus, mais moi, ce que je me dirais, c'est déjà, je choisis un peu un domaine, où je dis: «Voilà, là, c'est mon domaine d'expertise». Dans le monde des cryptos, puisqu'il y a plein de sous-domaines. Il y a les NFT par exemple, donc les œuvres d'art. Il y a Bitcoin, comme je vous ai dit, il y a l'écosystème Ethereum, il y a l'écosystème X, Y et cetera. Et donc moi, j'essaierai de choisir un domaine. Moi, le domaine que j'ai choisi, c'est la finance décentralisée. Pas toute la finance décentralisée, mais voilà, une partie de la finance décentralisée. Donc déjà, je choisirai un domaine là-dessus. Ensuite, la 2e étape, c'est essayer de sonder un peu, ce qui a marché dans les différents autres écosystèmes, en fait, et le répliquer sur l'écosystème sur lequel je travaille. C'est-à-dire que si un jour il y a, je sais pas, imaginons que dans la ville A, il y a un boulanger
qui sort une, une boulangerie, qui est nouvelle de cette façon-là. Moi, si je travaille dans la ville B, je vais regarder s'il y a pas des boulangeries, qui sortent de la même manière que dans la ville A, Ouais, pour profiter de la performance là-dessus. Maintenant au début, il y avait pas mal d'inefficience de marché dans le sens où il y avait pas mal de gens enfin, on avait des fenêtres pour investir où ça marchait, les gens voyaient pas vraiment et à la fin ça explosait et on avait des belles performances. Maintenant ça tend de plus en plus à se réguler ces inefficiences-là, mais il y en a encore plein, et donc à partir de là, en fait, juste appliquer pour moi, juste appliquer des critères de bourse à des projets crypto fonctionne bien. Parce que en OK, fait, ce que j'aime bien faire, il y a pas grand monde qui le fait, mais moi j'aime bien faire ça parce que les critères de bourse sont très bien fonctionnés et on est sur des gens enfin, ceux qui parlent de ces critères-là ont une grosse expérience dans la finance et dans le monde de l'investissement en général, alors qu'on n'a pas vraiment de recul sur le monde de la crypto. Donc ce que je dirais globalement, c'est regarder l'équipe, mais en fait, tout le monde dit regarder l'équipe, mais en fait, moi, à mon échelle et vous sûrement, vous n'avez pas forcément, la pertinence, pour dire cette équipe elle est bien ou elle est pas bien. Du coup, à partir de là, moi, je dirais surtout, regarder les tokenomics, à quoi sert la crypto, et puis, dans quel écosystème elle évolue. Est-ce que c'est un écosystème qui va croître selon vous? Pourquoi il va croître? C'est quoi l'avantage compétitif de ce projet-là par rapport aux concurrents? Heu Tu vois, ce genre de truc, un peu basique, un peu «mou» entre guillemets, pas des trucs très techniques, mais juste se dire en quoi ce projet a du potentiel dans l'écosystème, avec le contexte actuel, tu vois? d'accord. Parce que, en gros, si c'est le énième projet qui tend à révolutionner, je sais pas, la la santé, en faisant une blockchain, tu vois? Heu, pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui dans l'écosystème actuel? Je sais pas, Mmh. mais par contre, si c'est un projet qui, voilà, sur Ethereum, cherche à augmenter la scalabilité et qui le fait très bien, bon, il y en a plein des projets comme ça, mais peut-être qu'il y a il y a un petit truc à voir là-dessus parce qu'on est sur un vrai problème et donc peut-être que ça pourra être mieux que les concurrents, tu vois? Mais du coup, Mmh. étudier en quoi c'est mieux que les concurrents. Étudier les tokenomics et cetera et cetera. OK, Tokenomics, c'est économie du jeton et donc ça veut dire en gros à quoi sert la crypto-monnaie, comment elle va fonctionner, est-ce qu'il y aura de l'inflation dessus? Combien il y en aura? Est-ce qu'il y en a beaucoup pour les investisseurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup pour l'équipe du projet et cetera? Donc étudier ça, rapidement, mais surtout étudier, l'écosystème dans lequel elle évolue, quelle est la concurrence et en quoi c'est pertinent. OK, d'accord. Bon, très bien. Après, je pense quand même que tu vois, à partir du moment où on commence à faire ce genre de recherche, c'est qu'on a déjà un bon pied dans la crypto, tu vois? C'est qu'on a déjà, bah, voilà, investi sur les cryptos un peu, connus, qu'on a déjà, voilà, un petit peu, enfin, passé du temps là-dessus et que c'est enfin, quand tu vas chercher à faire de la grosse perf et faire chercher la crypto qui fait x5 x10, il faut déjà avoir un voilà, être bien au courant de ce qui se passe dans les écosystèmes et avoir un petit peu les réflexes pour comprendre un petit peu tout ce que tu viens de dire, quoi. En Et soi, pas vraiment, hein, enfin, dans le sens où, le x5 x10, moi, pendant ce cycle-là, enfin, je t'ai dit x5 x10, au pif pour, pas dire trop, mais je sais que les premiers Ethereum que j'ai achetés en 2018, je suis peut-être sur un fois 40 dessus, tu vois? ouais, ouais. Et c'est des Ethereum, c'était un blue chip à l'époque, c'est toujours un blue chip aujourd'hui. Donc en fait, juste essayer de rester sur les blue chips, donc les fondamentaux, les trucs déjà connus qui fonctionnent bien, bah, ça a bien fonctionné historiquement et j'espère que ça fonctionnera dans le futur. C'est pour ça que moi je le fais de moins en moins, ces trucs de recherche des petites cryptos et cetera, parce que j'essaye de plus construire, Un autre truc long chose que terme, quoi, ouais, un truc moins tu diminues ton risque aussi, quoi. ouais, ouais, c'est surtout, c'est pas ce que je préfère, en fait. Ouais, OK. Heu, du coup, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur un sujet que tu as parlé en début d'interview qui est, du coup, ta spécialité, hein, au final, c'est la finance décentralisée. Que tu nous en parles, est-ce que tu peux déjà nous définir, rapidement, tu vois, ce que c'est, et comment on peut l'utiliser? Parce que, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on peut en tirer des rendements, on va dire avoir des revenus passifs grâce à ça Mmh mh. et que tu nous expliques un peu le fonctionnement et comment concrètement on peut avoir, des revenus passifs grâce à la finance décentralisée. Yes, OK et Tu as le droit de faire ta promo de ta formation, hein. bon, je le ferai pas. Mais, en gros, la finance décentralisée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, les on les,
attends, je vais recommencer, hein. En fait, Vas-y. à la base, comme je vous ai dit au début, Ethereum et les technologies concurrentes permettent de créer des applications décentralisées et la plus grosse application, enfin le plus gros domaine d'application, décentralisé qui se crée, c'est autour de la finance et donc en fait, ce qu'ils ont créé, ce que les développeurs ont créé, ce sont des applications qui vont permettre de gérer votre argent de manière complètement décentralisée, d'avoir les mêmes, services qu'avant, mais cette fois, bah, il y a pas d'intermédiaire. Donc finalement, grâce à ça, on peut échanger des cryptomonnaies, un peu comme Binance. Il existe des plateformes qui permettent de faire des choses de manière complètement décentralisée, comme sur Binance, sauf que Binance, c'est une entreprise, c'est centralisé. Ici, vous faites le tout de manière complètement décentralisée sur un site internet, hein. C'est un projet et cetera, mais le projet, passe par Ethereum et donc tout est complètement décentralisé. Donc en fait, la finance décentralisée, c'est ça. Ça va vous permettre d'échanger des actifs, ça va vous permettre de prêter des actifs, d'emprunter des actifs et ça va vous permettre de faire tout un tas de choses, d'acheter des NFT par exemple, donc d'acheter des œuvres d'art qui sont décentralisées, de les revendre et cetera. Ça va vous permettre de faire tout un tas de choses et c'est selon moi le vrai potentiel, de la crypto-monnaie, c'est ça, c'est le côté décentralisé de la chose et tout ce qu'on peut faire grâce à cette finance décentralisée qu'on appelle aussi, DeFi. Donc à partir de là, hem, l'application basique que vous pouvez utiliser aujourd'hui, rien que pour toucher un peu à ce monde-là, c'est faire du rendement sur vos crypto-monnaies ou sur vos crypto-monnaies qui sont stables, donc vos dollars, en fait. Hem et Et ça donc ça, c'est ce vous qu'on pouvez appelle aussi aussi le farming, c'est ça? Ou le stacking? le stacking, c'est autre chose, en fait, mais c'est un peu enfin, les 2 sont souvent, mélangés, mais en fait, c'est le farming. Le OK, stacking, en fait, c'est déposer ces cryptomonnaies de blockchain d'infrastructure, donc déposer ces Ethereum, pour valider, les transactions du réseau, donc c'est autre chose. Donc je vais pas rentrer dans ce détail-là, OK. mais c'est autre chose. Mais le farming, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant aujourd'hui en crypto, parce que non seulement c'est fun, enfin moi je trouve ça fun, bon je suis un peu bizarre, mais bon, ça, je trouve ça fun et en plus, on peut obtenir des rendements sur nos capitaux qui sont assez énormes par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde classique. Sur des stablecoins, j'ai réussi à avoir des rendements, pendant quelques semaines, quelques mois qui tournaient autour de 50-60, tu vois? Donc c'est Ah n'importe ouais. quoi. Donc c'est un Ouais, j'avoue, livret c'est énorme. A à 50 ou 60. Aujourd'hui, c'est compliqué, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais sans trop de problèmes, tu peux tourner autour de 20. Donc même 5 ou 6, je veux dire, Ouais, c'est déjà beaucoup mieux qu'un livret A, quoi. Mais c'est déjà même, beaucoup mieux. ouais. Et ça là, tu parles pour les stablecoins, hein? Pour les parce Ouais, que moi, pour les c'est ça stablecoins. c'est ça qui m'intéresse, tu vois? C'est que je me dis, alors je le fais personnellement, hein, moi je suis perso à 10, c'est pas énorme, mais c'est quand même énorme quand tu penses au monde traditionnel et tu dis: «Comment c'est possible qu'avec de l'argent théoriquement sûr», parce qu'on est sur un stablecoin, c'est donc pas volatile, comment c'est possible qu'on arrive à faire du 10 quoi? Alors OK. certes, on reste dans Ouais, le monde de la crypto et tout, c'est je pense le risque, mais comment t'expliques ça, quoi? Comment on peut faire du 10 avec, enfin voilà, un truc qui est indexé sur le dollar? OK. Ouais, il y a plusieurs risques, en fait. C'est pas zéro risque. Ouais, Il y a un certain nombre de risques. Le 1er risque, c'est le risque de la stablecoin, qui est inhérent, quand vous achetez la stablecoin. C'est-à-dire, est-ce que la stablecoin que vous achetez est un truc fiable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est collatéralisée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez de de choses dollars qui qui vont la représentent, voilà. chaque crypto, ouais. Est-ce qu'on pa du coup, par exemple, USDC, tu en as parlé tout à l'heure. USDC, c'est une stablecoin qui est sûrement une des plus sûres parce qu'en fait, pour chaque dollar en circulation sur la blockchain, chaque USDC sur la blockchain, tu as 1 dollar qui est en banque pour «backer» entre guillemets, cet USDC-là. Donc en fait, bon, là, on a peu de risques là-dessus. Mais il y a d'autres types de stablecoins où c'est des algorithmes qui vont essayer de collatériser avec des cryptos, donc en gros, on va pas avoir des dollars, qui vont backer les dollars, mais on va avoir des cryptos qui vont backer les dollars. Voilà, des fois, il y a plein de choses comme ça. Donc déjà, il y a un risque par rapport à la stablecoin que vous utilisez. Si vous utilisez Mmh. USDC, il y en a très peu. Si vous utilisez une autre moins connue et en plus algorithmique, donc pas backée en banque par du dollar, bon là déjà, vous prenez un C'est plus un peu risqué, plus de quoi. risques. Donc le 1er niveau de risque. Le 2 niveau de risque, c'est, le risque de smart contract, c'est-à-dire que des fois, la plateforme que vous utilisez a mal codé, son smart contract, donc c'est-à-dire le développement pur, hein, le code était pas très bien codé. Ils ont laissé une faille et donc il y a des hackers qui vont venir et qui vont pouvoir récupérer des fonds. Bon, ça arrive assez souvent. Le DeFi, c'est un peu, la finance décentralisée, c'est un peu le Far West. Maintenant, Ouais. bon, si les plateformes sont sûres, enfin, si vous restez sur les plateformes assez sûres, normalement, il y aura pas de problème.
Heu, mais il faut savoir que c'est un vrai risque dans la DeFi et que c'est un risque qui est assez élevé par rapport enfin, c'est sûr que le livret A va pas se faire hacker, tu vois? Oui, ouais, c'est sûr. Heu et là, voilà, c'est des risques qui sont là. Ça, c'est le second niveau de risque. Il y a aussi un niveau de risque, est-ce que tu vas te faire hacker toi ton propre portefeuille? Le niveau de risque qui vient de toi. C'est-à-dire, est-ce que, bah, il y a quelqu'un qui va venir et qui va voler ton portefeuille parce que tu as une mauvaise hygiène sur ton PC ou parce que tu as donné ta clé à quelqu'un qu'il fallait pas, bref, des choses comme ça. Ouais, la Heu, sécu ta je dis ta vraiment propre tous les sécurité, risques, quoi. là, tu Ouais. vois? Je dis vraiment tous les risques qui existent comme ça, si, vous voulez lancer là-dessus, vous Ouais, êtes on est vous au êtes courant. bien au courant de tout, quoi. Ce que personne ne fait, hein, personne ne dit tous ces trucs-là, mais Ah mais c'est voilà, donc important parce ça que tu c'est vois, il y a pas de rendement sans risque au final et plus le rendement est élevé, plus il y a de risques donc c'est bien qu'on les précise parce que voilà, il y a pas d'argent magique non plus quoi. Il faut être conscient de voilà que c'est pas du 10 comme un livret A quoi. Il y a 10 mais mmh. voilà, il y a tous ces risques que tu dis. Voilà et du coup, bon, maintenant ça explique toujours pas, d'où viennent les rendements, tu vois? Parce Oui, que voilà, ça c'est le ma hack, question que je gardais, ouais. bon, Alors d'où ouais, ils du viennent? coup maintenant d'où viennent les rendements? Alors, il faut savoir que déjà, je vous ai dit, c'est emprunter et prêter, du coup les emprunteurs payent en rendement en général. Hem et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les emprunteurs, en crypto sont prêts à payer beaucoup plus de rendement que les emprunteurs dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, je dois je dois faire, des papiers, je dois montrer que j'ai un revenu fixe et cetera et cetera. Les emprunteurs dans la crypto, ils sont là pourquoi? Pourquoi ils empruntent? Pour acheter plus de crypto. Donc c'est un peu le pire, justificatif pour aller voir la banque et dire: «Je veux un prêt». Acheter des cryptos, je pense pas qu'ils vont bien kiffer. Donc finalement, là-dessus, ils sont prêts à payer en général selon les périodes de marché, puisque si on est dans un marché plus baissier, ils vont pas emprunter pour acheter plus de cryptos. Si on est dans un marché plus haussier, ils vont emprunter pour acheter plus de cryptos. Donc ça va dépendre des périodes de marché, mais déjà là-dessus, on peut en général obtenir enfin de 2 à de 2 à 5 de rendement. Ça peut aller plus haut, mais voilà. D'accord. Et du coup, à partir de là, c'est déjà, un rendement intéressant. Mais en plus de ça, on peut rajouter, en fait, tout un tas de choses qui viennent s'ajouter à votre rendement et en général, c'est des distributions de tokens de gouvernance. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc, en chinois que je viens de Bizarre. dire? Heu, en gros, la plateforme que vous utilisez va avoir un token de gouvernance, c'est-à-dire comme une action en fait, une crypto-monnaie qui va représenter, voilà les droits de vote dans cette organisation-là. Et donc pour vous donner un exemple de crypto, avec un qui a un token de gouvernance, peut-être Uniswap, voilà, donc c'est, une application décentralisée qui a un token de gouvernance et au début, en fait, on va la distribuer aux utilisateurs de la plateforme, gratuitement, il faut juste utiliser la plateforme et essayer de faire des rendements dessus. Et du coup, à partir de là, ces tokens de gouvernance ont une valeur et donc vous pouvez, les revendre et gagner, en rendement. Heu, En plus de ça, on a, des programmes d'incitation. Donc ça, c'est les fondations comme, Avalanche, toutes les blockchains d'infrastructures dont j'ai parlé au début, qui vont donner en plus des rendements, pour inciter les gens à venir sur leur blockchain. Parce que, eux, ils ont, levé tellement d'argent qu'ils savent plus quoi foutre en gros, et du coup, ils donnent aux gens, comme une dépense marketing, en fait. C'est une dépense marketing, pour eux, OK. pour attirer les gens et donc en fait, C'est ça c'est un qu'on peu appelle les airdrops ou pas? pas du tout. Ouais. J'ai tenté, j'ai tenté. Mais non, ça c'est, incentive programme, programme d'incitation ou programme de liquidity mining OK, ou juste en fait on te donne un peu de tokens, heu et ça te permet de booster les rendements et c'est pour ça qu'on peut arriver à des 20 à des 15. OK. C'est ça la vraie raison, c'est parce qu'on a des grosses distributions qui ne sont pas durables dans le temps, qui ne sont pas à, enfin, dans le sens où on va pas dans 5 ans, on n'aura plus 20, tu vois? On n'aura plus Oui, 20 oui. dans 5 ans. Parce que je Mais me dis moi c'est ce que je me disais, je me dis: «Si le marché devient plus mature, et qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'utilise, à mon avis, les rendements, ils pourront jamais rester à ce niveau-là, quoi». voilà et puis aussi on aura moins de hacks et cetera donc en fait, c'est une prime de risque, d'un côté, Ouais. heu, mais selon moi, ça vaut largement la chandelle. Bah, ouais, ouais, Parce c'est clair. qu'aujourd'hui, enfin, je connais des gens qui vivent de ça, avec 100 000 ils vivent de ça, quoi. Et Ils ouais, vivent du farming, avec 100 000 donc c'est un truc de fou quand même parce que c'est pas énormément d'argent par rapport à ce que tu pourrais faire dans les dividendes et cetera, quoi. bien sûr. Et donc à partir de là, hem, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Bah, voilà, tu peux faire des rendements et les rendements durables. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est, quelqu'un qui est, un peu plus haut niveau que moi dans la finance décentralisée, qui dit que le rendement durable de la finance décentralisée, c'est entre 3 et 8 par an. C'est-à-dire que dans 10 ans, normalement, on sera entre 3 et 8 par an. Et D'accord. comment on peut arriver à ces niveaux-là? Tout simplement en retirant les intermédiaires, hem, de
toute la banque, toutes les banques et tout ce qui est centralisé, en fait, les banques font à peu près 5 sur ton livret A. C'est juste que, bah, il y a des gens à payer, il y a plein de trucs et Ouais, tu as cetera. tous les intermédiaires, quoi. Tu as tout le système Voilà, financier classique à payer, quoi. voilà. Du coup, voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça et puis, pour moi, c'est une opportunité, incroyable et le futur est en train de se construire en face de nous. OK. Alors je vais essayer de récapituler, ce que tu as dit. D'où proviennent les rendements, pour voir si j'ai bien compris et pour voir si les auditeurs ont compris aussi. Donc en gros, les rendements proviennent du fait que alors d'une part, tu as un peu la prime de risque, hein, par rapport à tous les risques que tu as décrits. Tu as le fait que, bah, en fait, les emprunteurs, donc qui vont donner les rendements, ont besoin d'emprunter plus pour acheter plus de crypto. Et la troisième raison, c'est que, bah, certains projets, ils vont donner de la crypto pour booster les rendements, pour, bah, en gros, pour faire un petit peu de marketing, quoi, pour, investir dans leur projet. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça? C'est ça, très bien, tu Et as compris. et aussi le fait que, bah, par rapport au monde classique, on va dire, qui est centralisé, tu as beaucoup moins d'intermédiaires à payer, donc forcément, bah, le rendement, il est vraiment enfin, il ça se passe qu'entre l'emprunteur et le prêteur, donc bah, forcément, tu as le delta qui revient au prêteur et contrairement au monde classique où il faut payer tout le monde au milieu, quoi. Voilà, très bien. Et pour te donner une petite idée, AAV, c'est la plus grosse plateforme, qui va faire des prêts et des emprunts en finance décentralisée. Je crois qu'ils sont 40, et ils gèrent 26 milliards. OK. Donc Ouais, en fait, c'est beaucoup plus efficace en termes de coûts et cetera et ils sont 40 et ils sont tous très, très bien payés. Ils sont ouais. tous millionnaires, hein, même. Parce que bon, voilà, ils sont tous très, 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 très bien payés et ils sont très peu. Donc en fait, c'est beaucoup plus efficace, et Ouais, en plus décentralisé. OK, top et du coup, tu peux nous parler peut-être d'une ou 2 plateformes? Parce que je sais que Binance, c'est pas forcément les meilleurs pour, faire des rendements corrects là sur les stablecoins et les autres cryptos. Enfin, est-ce que tu as d'autres noms de plateformes qui marchent bien pour, pareil, des gens qui démarrent un petit peu? Alors pas forcément pour faire du 20 ou 30 mais déjà avoir, je sais pas moi, du 5-10 sur des stablecoins qui sont des plateformes plutôt fiables et simples à utiliser pour, des gens qui démarrent? Bah, en fait, il y a, ce truc de finance décentralisée, si vous êtes débutant en crypto et cetera, honnêtement, n'y allez pas. Pour le moment, n'y allez pas. OK, Parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué et cetera. D'abord, concentrez-vous sur Ethereum, Bitcoin et cetera. Mais si vous voulez, bah, profiter de cette opportunité sans forcément tout comprendre, et utiliser vous-même la finance décentralisée, il y a des entreprises centralisées qui vont faire ça pour vous, notamment Binance, hein, mais aussi d'autres entreprises qui vont faire ça pour vous et qui vont, en fait, utiliser, les rendements de la finance décentralisée, mais vous avez juste à déposer sur leur plateforme, et puis, bah, vous faites rien et vous avez, 10. C'est sûrement ce que tu fais, et ça, je pense que c'est une très bonne solution pour les gens qui nous écoutent et pour les gens qui ont pas forcément envie de creuser tout ça. Et en gros, les plateformes, on a Celsius qui est assez intéressant, on a, Nexo et on a, Crypto.com par exemple et Binance. OK. Donc c'est des plateformes où on peut faire, je Bah, dirais c'est marrant, c'est entre les s exactement les celles que j'avais en tête, quoi. C'est les 3 que j'aurais dit aussi. ouais. Ouais, bah, Il top. y en a plusieurs, il y en a plein, mais on peut faire entre 6 et 12 là-dessus. Mmh. Après, moi j'aime pas, mais en fait, pourquoi j'aime pas? Parce qu'en gros, je me dis: «Mais c'est tellement plus facile, d'aller autre part et gagner 20 mais en fait, c'est parce que moi, Parce que j'ai tu connaissance connais, que j'ai tu fait. as les connaissances, ouais, mais Mais je du pense que, coup, ouais, ce que c'est bien pour un vas-y. débutant de pas forcément d'aller, sur des trucs, voilà, où où il y a oui, qui sont plus risqués, où tu as besoin d'un peu plus de je pense que, voilà, pour démarrer, c'est quand même des trucs, très corrects, quoi, tu vois? D'aller sur, crypto.com ou sur Nexo, Celsius, enfin, voilà, c'est des trucs qui sont quand même, assez solides et fiables, quoi, tu vois? Mmh. Enfin, du moins Ouais de et puis c'est enfin, eux, ils ont même des assurances parfois et cetera, donc c'est assez safe, mais vous rajoutez une couche de risque, du coup, inhérente à la plateforme. C'est-à-dire que si la plateforme que vous utilisez se fait hacker, et ouais, bah, vous perdez. Mais du coup, en fait, ça dépend, tu vois? En fait, avec la crypto, c'est bien, mais ça rapporte la liberté et la liberté, il faut être maître, un peu de ce que vous faites et du coup, en fait, là, en prenant, ces plateformes centralisées, juste on échange le risque de notre sécurité, comment on sécurise notre portefeuille et on le donne à Nexo, quoi. Et eux, ouais, ils prennent un bon pourcentage là-dessus. OK. Bon, écoute, Ben, je pense qu'on a fait
Un bon petit tour, j'espère vraiment qu'on n'a pas été trop dans le détail dans le monde de la crypto. Voilà, je voulais quand même qu'on parle, de enfin voilà, on a abordé les sujets que je voulais. Heu, avant de terminer, je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités qui sont un peu plus simples, hein, enfin qui vont plus parler à tout le monde. Ça va être, si tu peux nous recommander un livre, que tu as lu, qui t'a fait un déclic, que tu kiffé dans ta vie. Alors ça peut être, dans l'idéal, il faut pas que ce soit de la fiction quoi, juste, ça peut être de la finance Ouais, perso, ça peut être du développement perso, de la crypto, n'importe, un livre que tu recommanderais? OK, bon, je lis pas énormément, enfin pas assez à mon goût, mais j'ai lu un certain nombre de sur l'investissement ou? Ouais, ouais, vraiment un livre que tu aimerais que toi, que tu as aimé, ça je dis ça peut être sur la crypto, l'investissement, voilà, n'importe. OK, bah, Et c'est j'ai bien aimé, Factfulness par exemple, mais c'est pas vraiment sur la crypto. Enfin, déjà il y a pas vraiment de livre sur la crypto en vrai, parce que c'est trop jeune, ouais, c'est mais trop jeune. Factfulness j'ai bien aimé, ça n'a rien à voir avec la crypto, mais c'est assez Comment tu intéressant. dis? Toolness? Factfulness, Factfulness. OK, pardon, j'avais mal ouais. entendu. OK. C'est un Suédois qui a écrit ça, un médecin suédois et en gros, si je dois faire le pitch du livre, en fait, il commence par dire: «Voilà un petit quiz, il y a 20 questions, c'est pour, voilà, voir comment vous connaissez le monde en OK. général et tu réponds à ce petit quiz et à la fin, il te dit: «Bon, heu, j'ai donné ce quiz à tous les présidents des Nations unies et cetera et en fait, tous les présidents des Nations unies ont moins qu'un singe». D'accord. Et logiquement, en fait, si vous y êtes allé de manière solide, enfin de manière normale sans tricher et cetera, vous avez sûrement moins qu'un singe. Et donc à partir de là, en fait, il t'explique un peu quels sont les vrais faits, dans le monde aujourd'hui et comment, l'état du monde aujourd'hui. Et en gros, l'idée, c'est globalement pour se dire que l'état du monde est plutôt bon en termes de développement humain et de développement économique et cetera, par rapport à ce qu'on a l'impression, en fait. On a toujours l'impression que Que c'est c'est, le drame. tout va mal et cetera, tu vois? Ouais, ouais. Mais en fait, tout va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans et encore beaucoup mieux qu'il y a 40 OK, ans en ouais. termes de développement humain. Après le réchauffement climatique et cetera, c'est autre chose, mais en termes d'humanité, de guerre, de tout ça, ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc, en fait, c'est plus que de dire ça, ça t'apprend à regarder les faits et à être un peu ingénieur Positif? dans la démarche. OK. Pas forcément positif, c'est juste, bah, regarde les faits et puis tire-en les conclusions. Mais, moi, tu sais, dans ma génération, on m'a toujours dit: «Ouais, vous avez pas de chance, vous avez le covid, vous avez les trucs, vous avez machin». Mais moi, quand je regarde, bah, mon père, il a grandi sans internet. Aujourd'hui, internet, ça me permet de faire tellement de trucs, Mmh. genre, voilà, en fait, enfin, ça c'est vraiment beau. Mon père, il a grandi sans internet, il a grandi sans téléphone, il a grandi sans tellement de trucs que moi j'ai et mais les parents de mon père encore plus, tu vois? Ouais, ouais. Donc voilà. OK. Bah, écoute, alors tu peux juste répéter le nom, s'il te plaît, et l'auteur, si tu t'en rappelles? Alors, donc c'est Factfulness. Je vais te dire l'auteur. Factfulness book, non. 10 Reasons We Are Wrong About the World et c'est Ola Rosling. OK, top. Hans Rosling, Ola Rosling, bon bref, c'est la famille Rosling. Ça marche. OK, et dernière question, est-ce que tu aurais, une astuce sur les finances perso de manière générale? Alors ça peut être, de la bourse, de l'IMO, de la crypto, une astuce que tu vois que tu aimerais Heu, partager? une astuce, comment ça? Je sais pas moi, ça peut être même sur, comment gérer ton budget, ça peut être, sur, je sais pas, comme tout à l'heure tu m'as dit pour la bourse, bah, tu as suivi une astuce, c'était d'investir dans l'entreprise J'ai pas fait que exprès, hein, de suivre ça, hein. Je ouais, mais voilà, mais tu vois, ça fait partie tu vois, d'un critère ou d'une astuce que tu as mis en place, et ça peut être pour les cryptos, tu vois? Bon, tu peux répéter un truc qu'on a dit pendant l'interview, mais bah, globalement, faire les choses simples, automatiser et puis, avoir confiance en ses convictions, parce que globalement ça monte, hein. ouais, Tous les marchés, quand on investit sur des trucs long terme, bah, globalement, ça monte. J'ai fait un mème, qui était, un peu drôle là-dessus. C'était une loi normale. Donc en gros, une grande courbe qui monte et qui descend, et en fait, au début, quand tu commences l'investissement, tu comprends rien et cetera et tu te dis: «Bon, ça va monter». Au milieu, tu te dis: «Ah, attends, il y a les taux d'intérêt, il y a Poutine, il y a,
l'économie mondiale, que sais-je, donc tu dis: «Ah, c'est plus compliqué que ça» et puis quand tu arrives au master, tu vois, au master, level, genre Warren Buffett, il se dit: «Bah, ça va monter». Donc en gros, c'est ça. C'est, voilà et ayez confiance, dans les actifs sur lesquels vous investissez et puis normalement ça va monter, en fait. OK. Belle astuce, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Ben. Est-ce que tu veux, rapidement peut-être présenter, bah, ta chaîne YouTube? Où c'est qu'on peut te retrouver? Enfin voilà, le nom et tout Ouais, ça pour les gens qui veulent te suivre? bah, du coup, je fais c'est une chaîne YouTube qui est, quasiment uniquement crypto-monnaie aujourd'hui. Le nom de la chaîne YouTube, c'est l'Africosphère. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur Twitter @fricoben et puis je vous vois à ce moment-là. Et j'essaye d'être assez ouvert, enfin d'être accessible pour les débutants, mais si vous êtes tout débutant, ça va pas forcément être accessible, mais allez, quand même jeter un coup d'œil si tout ce que j'ai dit Bah, aujourd'hui, vous en intéresse. reprenant un peu l'historique de tes vidéos, on devrait trouver des vidéos, accessibles, non? Oui, oui, mais ce que je fais aujourd'hui l'est peut-être un peu moins. En gros, c'est pour les gens qui Ouais, ont découvert, en fait, tu prends 2 semaines de ton temps pour t'éduquer et puis tu peux suivre mes vidéos sans problème, pour, quand je dis 2 semaines, c'est pas à plein temps, hein, mais tu ouais, prends quelques heures pour t'éduquer et puis, après tu peux suivre mes vidéos sans problème, hem, voilà. top. Bah, écoute, merci beaucoup Ben, je te dis à bientôt. Merci d'avoir pris ton temps pour passer sur le podcast et puis écoute, je te dis à la prochaine. Yes, merci. Ciao. Ciao.